Crimes et témoignages, la collection de podcasts de faits divers de France Bleu. La tuerie de Tours avec Romain Desec de France Bleu Touraine. Le soir, on s'est rassemblés avec des amis et forcément, on allume le journal de 20h. Et au journal de 20h, il y avait un corps qui était couvert, mais les chaussures dépassaient du drap. Et en fait, j'ai reconnu la paire de chaussures de mon père. On appelle le commissariat, tout simplement. Je décline mon identité et on me confirme qu'effectivement, mon papa est décédé ce jour-là. Oui, monsieur Tlili est bien décédé. Bonjour, je m'appelle Romain Desec, je suis journaliste à France Bleu Touraine. Je suis arrivé ici en novembre 2020. Tours, c'est vraiment une ville agréable. Dans le centre, il y a la place Jean Jaurès, avec ses fontaines, son tramway, son hôtel de ville, son palais de justice. Cette place, elle fait le lien entre deux boulevards très fréquentés par les Tourangeaux. Moi aussi, j'y passe régulièrement. Et pourtant, j'ai mis plusieurs mois avant d'apercevoir cette stèle discrète posée à seulement 30 mètres du tribunal. Une stèle en marbre gris sur laquelle est gravé en lettres dorées à la mémoire de Henri Gasque, Gilles Lambert, Chérif Tlili, Thierry Enguerrand, victime de la tuerie de Tours, 29 octobre 2001. Lorsque je suis arrivé ici, j'ignorais tout de cette histoire. La tuerie de Tours, c'est en fait l'une des premières tueries de masse en France. Ce que les Américains appellent mass shooting en anglais. Vous savez, ces fous qui dégainent une arme et qui tirent sur tout ce qui bouge, au hasard, sans raison apparente. Ça arrive chez eux, jamais chez nous. Ils voyaient les gens en fait qui le regardaient, ils tiraient sur les voitures qui passaient sur tout. Et puis cette tuerie, elle survient 1 mois et demi après le 11 septembre. La sécurité est renforcée partout en France. On ne sait pas si ce genre d'attentat peut arriver ici. Alors il faut imaginer le choc dans cette ville de Tours, si calme d'habitude. Il fait beau ce jour-là à Tours. Nous sommes un lundi, il est 9h30. Ce matin-là, mon mari étant délégué syndical partait pour le syndicat. Il venait au palais de justice, donc il a marché tranquillement sur le trottoir. La voix que vous entendez, c'est celle de Dany Gasque. Je lui ai donné rendez-vous à côté de la stèle, elle n'y va jamais d'habitude. J'évite, de toute façon, je contourne. Pas le fait de voir la stèle, l'endroit particulièrement, c'est mon mari, qui n'aurait pas dû se trouver là. Le 29 octobre 2001, Dany perd son mari, Henri, père de ses 3 enfants, instituteur et première victime de l'assaillant. Oh, il avait 5 minutes de retard, oui. Vous y repensez à ces bien sûr. 5 minutes de retard? Ouais, ça a tous les trucs. Pour faire un trajet, marcher sur le trottoir et il allait là et il n'a rien vu du tout et hop, il s'est fait tuer tout net. Il était mort avant d'atteindre le trottoir, donc il s'est rendu compte de rien. À l'époque, sur l'antenne de France Bleu Touraine, des témoins qui viennent d'apercevoir le tireur décrivent la scène. J'ai vu le monsieur qui sortait de la voiture, qui a descendu une cagoule, qui est sorti avec une carabine et qui a tiré en direction d'un monsieur qui est tombé. Donc j'ai juste eu le temps de me cacher derrière ma voiture et après le type a continué à marcher et il continue à tirer sur tout ce qu'il voyait. Parce qu'en plus j'ai une balle qui est passée à ras des oreilles, on a entendu pshh. Il avait une espèce de cagoule, il avait un chapeau, il avait un sac à dos, il avait un fusil et à chaque fois il rechargeait son fusil puis il tirait. Il disait rien, c'est qu'il regardait les gens et puis dès qu'il voyait quelqu'un s'approcher de lui, il tirait. Et il était déterminé à tirer sur les gens. Pendant de longues minutes, cet homme, qui ne dit pas un mot, sème la terreur dans le cœur de Tours, à quelques centaines de mètres du commissariat. On est prévenu vers 9h30 par la salle de commandement. Frédéric Formé est aujourd'hui commandant de police. À l'époque des faits, c'est un jeune agent, il a 29 ans. Et ce jour-là, il est de quart, c'est-à-dire qu'il est de permanence. Dès que l'alerte est donnée, il part avec 2 de ses collègues dans leur Peugeot 205. Mais ils ne savent pas où aller, ils savent juste qu'il y a eu des coups de feu. Après quelques minutes de recherche, il tombe sur le tireur. Clairement, il nous vise, donc la seule chose que je peux faire, c'est pour éviter qu'il nous tire de face, de donner un coup de volant. Quand les 2 vitres latérales du véhicule 205 explosent sur les coups de 2 balles, je stoppe le véhicule. Je constate que mon collègue, le lieutenant Soré, est blessé. Il saigne au niveau du cou. Il a en fait reçu une partie de la balle de tirant latéral qui s'est coupée en 2 et une partie a touché au niveau du cou. Donc sortant du véhicule, je demande aux gens qui sont au niveau de l'abribus de se coucher. Et donc à ce moment-là, je l'ai braqué avec mon arme.
Mais je me souviendrai toujours que sur l'arrière-plan, une personne passait derrière lui, ce qui fait que j'ai pas pu utiliser mon arme à ce moment-là. Le tireur profite de ce moment de flottement pour prendre la fuite. Sur sa droite, il y a la sortie d'un parking souterrain, il s'y engouffre. Frédéric Formet court après lui, trop tard, l'homme s'est caché. Le policier décide alors de revenir sur ses pas pour enfiler un gilet pare-balles, celui de son collègue blessé. Il se dirige ensuite vers le parking, par l'entrée piéton cette fois. Je descends donc les marches, il fait sombre. Pour rappel, il y avait beaucoup de brouillard ce jour-là. Et donc je descends, je n'ai pas de vue puisqu'il n'y avait pas la lumière d'allumée. J'ai essayé de prendre mes précautions. Effectivement, j'étais un peu dans la lumière et lui, il était plutôt dans le noir. Donc j'ai fait au mieux. Vous êtes une cible facile, lui dans le noir, vous dans la lumière. Tout à fait, c'est pour ça que je pensais être bien en protection à côté du pilier, mais malheureusement, comme je ne connaissais pas réellement sa position, j'étais pas totalement en protection. Vous arrivez ici, vous ne savez pas où il est. Du tout, je sais pas quel secteur du parking il est. Je me mets derrière un pilier, j'ai vu sa silhouette avec son arme traverser au fond. Et donc là, je l'ai interpellé verbalement en lui demandant de se rendre et de s'arrêter. Je le voyais plus. Quelques instants plus tard, j'ai ressenti une brûlure au niveau du poignet. J'ai regardé, j'ai vu que je saignais. J'ai reçu une balle qui m'a transpercé le poignet et qui a été arrêtée grâce au gilet pare-balles que j'avais récupéré auprès de mon collègue. Dans l'échange de tirs, l'assaillant est blessé lui aussi, au thorax. Quelques minutes plus tard, il est interpellé et transporté à l'hôpital. Son périple meurtrier s'achève, il a duré plus d'1 heure. Le bilan est dramatique, 4 morts, 7 personnes grièvement blessées. L'assaillant a tiré 16 cartouches, il en avait encore 149 dans son sac. Là, vous vous demandez sans doute qui est cet homme. Il s'appelle Jean-Pierre Roux du Rafour, c'est ce que les policiers finissent par découvrir. Il est cheminot, il a 44 ans, il est divorcé, père de 3 enfants. Sur le papier, il semble bien inséré dans la société, presque normal. Le genre de type qui ne fait jamais parler de lui. Et à ce stade de l'enquête, on ne sait rien de ses motivations. C'est maintenant la fin de la matinée à Tours. Les proches des victimes ne sont au courant de rien. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, pas de chaîne d'infos en continu. C'est le début des vacances de la Toussaint. Dany Gasque est chez elle avec ses 3 enfants. Le midi, il rentrait pas. Papa, il est pas là. Bon, non. Après, ils ont écouté la radio, il s'était passé quelque chose dans Tours. Oh, oui, il s'est passé quelque chose, il est avec les gens du syndicat. Puis ils sont partis boire un pot pour en parler, ou n'importe. Et il rentrait pas. Tant pis, on va se mettre à table, il viendra. Puis dans l'après-midi, ma foi, il était toujours pas là. Donc mon aîné qui avait 21 ans a demandé s'il pouvait descendre en ville. Et il a trouvé la voiture de son père au parking. Donc il a aperçu la petite Twingo. Là. Et il a mis un mot à son père. Appelle-nous quand tu vois ce mot-là. Et ils ont fait le chemin que leur père avait fait. Et à ce moment-là, il devait y avoir pas mal de policiers et tout ça. On leur a demandé ce qu'ils faisaient au tribunal, devant le tribunal, et on les a adressés au commissariat. Et là, on leur a montré la montre et la chaîne que portait mon mari. C'est le début de la catastrophe. Après avoir rencontré Dany Gasque, je me rends chez Soraya Tlili. Elle est la fille de Shérif Tlili, tombé lui aussi sous les balles de Roux du Rafour. Soraya n'a pas changé d'adresse depuis la tuerie. Oui, Madame Tlili, Romain Desec à France Bleu, je suis devant votre portail. Allez-y, entrez. Merci. Au moment des faits, elle est bloquée à la faculté des tanneurs. Tout est bouclé, interdiction de sortir. En rentrant chez elle en début d'après-midi, elle découvre la grande agitation dans le centre-ville, puis elle aperçoit les pompiers. Ils sont en train de recouvrir un corps avec un drap. Arrivée chez elle, impossible d'entrer. Les policiers inspectent sa maison, qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement du parking où Roux du Rafour a été arrêté. À ce stade, on ne sait pas si l'homme a agi seul. La rumeur dit qu'un deuxième individu est recherché. En fin d'après-midi, Soraya s'étonne de n'avoir aucune nouvelle de son papa. En début de soirée, elle invite des amis chez elle, histoire de se retrouver après cette journée si particulière pour les Tourangeaux, et elle met la télé pour savoir ce qu'il s'est passé.
La stupeur à Tours, un homme apparemment pris d'un coup de folie a ouvert le feu sur les passants en plein centre-ville. 4 morts et 7 blessés. L'homme a été interpellé. Au journal de 20h, il y avait un corps qui était couvert, mais les chaussures dépassaient du drap. Et en fait, j'ai reconnu la paire de chaussures de mon père. Et comme j'avais pas de nouvelles, forcément on panique un peu. On se demande si on n'a pas halluciné, surtout que c'est très très furtif comme image. Et puis donc on appelle le commissariat tout simplement. Je décline mon identité et on me confirme qu'effectivement mon papa est décédé ce jour-là. Soraya Tlili a 25 ans. Oui, c'est un uppercut. Vous avez quelque chose qui vous arrive au visage, qui vous arrive dans le corps vraiment, qui vous percute de plein fouet. Et là, moi, je ressens un grand froid. Et après, c'était un vide émotionnel. Je me suis mis dans une sorte de bulle. Et en fait, c'est de là que va partir le traumatisme, puisque de cette bulle, il va être très, très difficile d'en sortir. Vraiment, vous vous retrouvez enfermé dans un instant. Et c'est cet instantané qui va être le renouvellement du traumatisme. Soraya part en courant de chez elle, en direction de l'hôpital, à 7 km de là. Elle veut voir le corps de son père. Elle est dans un tel état qu'elle en oublie d'enfiler ses chaussures. Dans l'ascenseur, je me suis trouvée avec le policier qui avait été blessé au poignet. Le commandant formé. Voilà. Et un des grands gendarmes qui l'accompagnait, un grand monsieur, un réunionnais, je me souviens de son charisme et puis de sa prestance. Il me dit, ne vous inquiétez pas, le monsieur est arrêté et on va passer la nuit devant sa porte, il ne sortira pas. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, moi, au moins 2, il y avait mon papa décédé. Et au plus 2, il y avait monsieur Roux Durafour, qui lui était bel et bien encore en vie. C'est complètement délirant de se retrouver à descendre au funérarium. Le premier mort que j'avais vu de toute ma vie, c'était un monsieur couvert d'un drap en sortant de la faculté le matin même. Et le soir, je dois venir pour identifier le corps de mon père. Et c'était extrêmement traumatisant que de savoir que l'auteur des faits était là à 2 étages. J'avais même pas envie d'intervenir physiquement, mais ce monsieur, j'avais envie d'aller le voir et de lui dire « Mais pourquoi vous avez fait ça ? Qu'est-ce que ça... Enfin, vous avez pris la vie des gens et ça va changer quoi ?» Les semaines, les mois passent, chacun tente de panser ses plaies à sa manière. 1 an et demi après la tuerie, le 16 mars 2003, une reconstitution est organisée. Une nouvelle épreuve pour les proches des victimes. C'est la première fois qu'elles font face à Roux Durafour. Enfin, c'est pas une confrontation, mais quand on a croisé l'assassin, on avait l'impression qu'il souriait, qu'il était content. Alors là, on pleurait, comme des madeleines. Parce qu'on vivait le truc en vrai. Mais Roux Durafour refuse d'interpréter son rôle lors de cette reconstitution. Il se plaint d'une douleur à la hanche. Il retourne s'asseoir dans une voiture de police. 2 ans plus tard, Danny Gasque et les autres proches de victimes revoient le meurtrier, cette fois dans le box des accusés pour le procès. Il y a énormément de monde, la salle d'audience n'est pas assez grande, à tel point qu'une retransmission vidéo est organisée au rez-de-chaussée du palais de justice. Lorsqu'il y a eu ce premier jour de procès, à l'époque, les accusés pouvaient être filmés avec l'autorisation du président de la cour d'assises. Et donc, il y a eu ce premier jour où les caméras sont rentrées dans la salle de cour d'assises et l'ont filmé. Maître Marc Morin, aujourd'hui figure du barreau de Tours, est à l'époque l'un des avocats des parties civiles. Et j'étais juste en face de lui. Et il a pris à ce moment-là une posture avec la tête haute. Et je me suis dit, ça y est, il est arrivé là où il voulait arriver. C'est-à-dire qu'il soit un jour célèbre et qu'il fasse la une des médias. Jean-Pierre Roux Durafour se présente seul dans le box des accusés. Il n'a jamais eu de complice. Et il y a 2 questions au cœur de ce procès. D'abord, pourquoi ce geste ? Est-ce qu'il a tiré vraiment au hasard ? Y avait-il un plan ? Et dans un second temps, est-il responsable de ses actes ou bien est-il fou ? Pendant l'enquête, il a déclaré lui-même qu'il entendait des voix. C'est aussi ce que disait sa mère juste après la tuerie au micro de France 3. Il voyait des fois des trucs et il était voir un jour un détective même parce qu'il croyait qu'il était suivi. Et des trucs comme ça, ils inventaient bien un peu des trucs. Mais il n'était pas méchant, autrement. L'avocat Marc Morin résume la situation. Le volet psychiatrique était le volet intéressant de ce dossier. Et la question à se poser, c'était est-ce qu'un geste fou est le geste d'un fou ? Les 5 expertises ordonnées arrivent à la même conclusion. L'accusé présente des pathologies, ce passionné d'armes est asocial, paranoïaque, mais il n'est pas fou. Lors du procès, il tente de s'expliquer.
L'accusé parle beaucoup, trop peut-être, de sa propre blessure, de ses propres problèmes. Il se dit harcelé au travail depuis des années, évoque un entassement d'ennui depuis 93. J'ai demandé un arrêt de travail à des psychiatres 15 jours avant. Je sentais que j'allais péter les plombs. Pour le reste, c'est-à-dire l'essentiel, les faits, Jean-Pierre Roux-Durafour affirme qu'il ne se souvient de rien. J'étais un véritable zombie. À ce moment, c'était comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Bourru, parfois arrogant, il semble en tout cas tout à fait maître de lui. On est loin du profil dressé lors de l'instruction, celui d'un homme capable de préméditer son geste, mais qui, au cours de son équipée sanglante, est à ce point excité qu'il sautille de joie. On peut être à la fois très intelligent et ne pas avoir toute sa raison, objecte son avocat devant la presse à l'occasion d'une suspension d'audience. Les parties civiles, elles, se sont déjà fait leur idée. Ils se fichent de nous. Au palais de justice de Tours, Louise Baudet, France Bleu Touraine pour France Inter. Maître Marc Morin, avocat des parties civiles. C'était un peu une stratégie de confort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « je m'en souviens plus », on passe assez vite sur les faits. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Et à l'évidence, expliquer l'inexplicable, parce que ces pauvres gens qui ont été blessés ou qui ont été tués n'avaient rien demandé. Alors, lorsqu'il y a une bagarre, lorsqu'il y a une personne qui est tuée, on peut comprendre. Il y a, je serais tenté de dire, un mobile, mais là, on est face à des assassinats sans mobile, sans raison. C'est le hasard. Et c'est ça qui fait froid dans le dos. On avait le sentiment que c'était, alors je vais être un peu rude, mais un animal à sang-froid, voilà. Donc c'est l'assassinat gratuit, voilà. C'est ce qui est insupportable pour les victimes dans ce dossier, c'est de se dire on a été tirés comme des lapins sans raison. Après 2 semaines de procès, Roux-Durafour écope de la peine maximale, la perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. La justice est passée, mais est-ce qu'elle peut tout réparer ? Je me mets à la place de ces familles et je me pose cette question. Comment on fait pour vivre avec la perte brutale et inexpliquée d'un proche abattu en pleine rue par un inconnu qui n'est même pas fou ? Comment faire son deuil dans ces conditions ? Je sais pas ce que ça veut dire. Dany Gasque, l'épouse d'Henri. Est-ce que ça veut dire oublier, tirer un trait dessus, moi c'est ni l'un ni l'autre, je peux pas. Il est pas là, il nous manque. Moi j'ai fini ma vie depuis 2001. Ses cendres sont en haut de la Grande Motte à Tignes, parce que son rêve c'était d'aller au Mont Blanc. Au début je me disais tiens mes cendres iront avec les siennes, puis non, je veux pas embêter les enfants, on s'en fiche. Ce qui compte c'est dans la tête. Lui, il croyait à une vie après la mort. Pourquoi pas ? Penser à la vie d'après ou à celle qui vient. Soraya Tlili me confie qu'elle était enceinte lors du procès. Son enfant est né le soir du verdict. Pour autant, elle mettra des années à sortir de son traumatisme, de cette bulle dont elle nous parlait un peu plus tôt. Pendant très longtemps, j'ai pas pu regarder de films dans lesquels il y avait des armes à feu. Entendre un pétard dans la rue, ça me mettait en état de stress. Voir une voiture de policier passer très vite avec des sirènes hurlantes, je me plaquais contre les murs dans la rue et je pouvais pas avancer tant que j'entendais les sirènes de pompiers ou de police ou ce genre de choses. Et c'est vraiment ça, le choc psychologique que vous vivez et le traumatisme, il revient à chaque instant, j'ai envie de dire. Le premier déclic intervient 10 ans après la tuerie. Soraya me raconte qu'elle veut finaliser les études qu'elle n'avait pu terminer. Elle entame plusieurs thérapies, hypnose, sophrologie, yoga, pour apaiser son corps. Mais sa tête, elle, ne parvient pas encore à trouver la sérénité. Je me positionnais comme une victime. Et je n'arrivais pas à sortir de ce statut-là. Puis elle étudie, elle découvre le concept de résilience et elle finit par pousser la porte du Centre régional de psychotraumatologie au CHRU de Tours. C'était mon dernier recours. Moi, j'avais peur parce que quand je me suis adressée à cette cellule du CHRU, il y avait 19 ans de passé. Ils ont tout de suite considéré l'état d'urgence dans lequel j'étais. Vous êtes comme au jour J. Et comme ça, vous arrivez à mettre les choses à distance. Et il faut réussir à arrêter cette roue un peu. C'est comme dans un moulin, il faut couper l'eau pour que la roue s'arrête. Et là, justement, ces thérapies vous permettent d'arriver à stopper ce flux de pensée et ce flux émotionnel qui vous crée du stress, de l'angoisse et de la souffrance. Après 12 semaines de suivi intensif, Soraya se libère. Elle sort de sa bulle. Sa vie ne se résume plus à ce traumatisme. En 2021, c'est elle qui est à l'initiative de la commémoration des 20 ans de la tuerie de Tours.
comme le besoin de fermer le livre de son histoire, passer à autre chose sans pour autant oublier. La tuerie de Tours, c'était la première tuerie de masse en France, mais aujourd'hui, c'est très régulièrement qu'on entend des événements de même genre, et puis ça finit même par tomber dans la banalité. C'est pas normal. Voilà, et il faut jamais que les choses tombent dans l'oubli. Il faut réussir à porter un espoir de vie, tout simplement. En prison, Jean-Pierre Roux Durafour n'a pas changé. Il est décrit comme isolé, replié sur lui-même. Il a écrit il y a quelques années à la Nouvelle République, le journal local, pour dire qu'il prenait des cours de grec ancien et de peinture, mais pas un mot sur son geste. Sa période de sûreté de 22 ans a déjà expiré et ça inquiète beaucoup les familles de victimes. Elles me l'ont répété. En juin 2024, Jean-Pierre Roux Durafour a déposé officiellement une demande de libération. C'était La tuerie de Tours, reportage Romain Desec, prise de son et mixage Farzad Chagoli, production et réalisation Véronique Sapet, studio de création France Bleu.